Je n'aurais jamais cru me retrouver seule, assise dans ma cuisine à 3 heures du matin, me demandant comment ma vie s'était laissée enchevêtrer dans les attentes des autres. La vapeur de ma tisane à la camomille dansait sous la faible lumière de mon lustre, et je ne pouvais m'empêcher de repenser à la façon dont Sophie, ma belle-mère, avait une fois encore réussi à me réduire au rang de simple aide pratique dans son univers soigneusement orchestré. Tout avait commencé dimanche dernier, lorsque les Dubois, c'est ainsi que j'appelle la famille de mon mari Marc, s'étaient rassemblés pour leur brunch hebdomadaire dans la grande demeure de Versailles. L'air d'automne était vif et les érables du jardin avant exhibaient leurs premières touches de rouge et d'or. J'avais passé la matinée à confectionner mes fameux roulés à la pomme et à la cannelle, espérant apporter une contribution spéciale à cette réunion familiale. En franchissant l'imposante porte d'entrée, le plateau chaud en équilibre dans mes mains, j'entendis des éclats de rire s'échapper de la véranda. « Oh, Jeanne est là !» s'exclama Lise, ma belle-sœur, toujours la première à saluer mon arrivée. Mais quelque chose dans son ton me fit hésiter. La conversation que j'avais interrompue semblait chargée d'enthousiasme, et, en contournant le coin du couloir, j'attrapai la fin d'une discussion qui évoquait l'organisation de vacances. Les Antilles françaises seront parfaites en février, disait Sophie, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez tandis qu'elle feuilletait son iPad. Le Grand Paradis offre ces sublimes suites en bord de mer que nous avions tant aimées la dernière fois. Elle leva les yeux vers moi avec cette expression, pratique, que je connaissais désormais trop bien. Jeanne, ma chère, tu pourras surveiller les chiens pendant notre absence, n'est-ce pas? Rex et Charlie s'angoissent tellement à la pension. Ce n'était guère une question, mais une injonction voilée d'une politesse feinte qui me noua l'estomac. Je restais là, encore tenant mes roulés refroidissants, tandis que la famille poursuivait la discussion sur ses projets excursions en snorkeling, restaurant chic, journée au spa et moi reléguée au rôle de gardienne d'animaux, sans même qu'on me convie réellement. Marc, mon mari depuis 3 ans, était absorbé par son téléphone, défilant des emails comme s'il découvrait chaque fois un trésor. Il ne leva même pas les yeux. Nous avions déjà dansé cette valse, sa famille élaborait des plans en présumant ma disponibilité, me traitant davantage comme du personnel que comme un membre à part entière de la famille. À chaque fois, il me disait ensuite que j'étais trop susceptible, que sa mère voulait bien faire, que c'était simplement leur manière d'agir. Je déposai mes roulés sur la table basse, mes mains légèrement tremblantes. Il faut les déguster tant qu'ils sont encore chauds, parvint-il à sortir, d'une voix qui se voulait assurer malgré mon tumulte intérieur. Sophie jeta à peine un regard distrait, trop absorbée par la présentation à Lise de photos de la piscine à débordement du complexe sur son iPad. Le reste de cette matinée se déroula comme une scène d'un film que j'avais trop souvent revu. Ils évoquaient leurs projets, ponctuant la conversation de remarques telles que « Jeanne, tu n'oublieras pas d'arroser les orchidées de maman, n'est-ce pas ?» ou « Et pense aussi au planning de médication pour les chiens de papa. » Chaque requête ressemblait à une petite coupure de papier, supportable isolément, mais cumulativement dévastatrice. Me sentant submergée, je me réfugiai dans la cuisine, prétextant aller préparer du café, alors qu'en réalité je voulais simplement reprendre mon souffle. Là, entourée des appareils électroménagers étincelants dont Sophie se targuait, j'aperçus mon reflet dans la fenêtre au-dessus de l'évier. La femme qui me renvoyait l'image semblait s'être estompée, tel un cliché laissé trop longtemps au soleil. À quel moment avais-je commencé à disparaître? Mes pensées s'évadèrent vers la période d'avant le mariage, lorsque j'enseignais les arts dans un centre culturel local et vivais dans mon propre appartement à Paris. J'étais alors pleine de vie, débordante de rêves et de projets. Je me rappelais le regard émerveillé de mes élèves lorsqu'ils maîtrisaient une nouvelle technique, mes week-ends rythmés par des visites de galeries d'art et des cafés animés avec des amis. Peu à peu, j'avais laissé ces fragments de moi-même s'effacer, remplacés par une interminable liste d'obligations familiales et d'attentes tacites. Le poids de tout cela, ces refus implicites, cette disponibilité présumée, cette manière subtile de me faire sentir à la fois indispensable et invisible me serrait la poitrine. Je repensais à toutes les photos de famille accrochées au mur de Sophie, constatant que je n'y apparaissais que dans 2 clichés, toujours en arrière-plan, en train d'aider ici ou là. Plus tard dans la soirée, alors que Marc et moi rentrions dans un silence lourd, je remarquai qu'il me jetait ce regard qu'il réservait pour désamorcer ce qu'il appelait mes « excès de sensibilité ». Mais cette fois, quelque chose était différent. La colère et la blessure habituelle étaient là, certes, mais dissimulées sous une détermination calme et tenace qui m'étonnait moi-même.
Cette nuit-là, après que Marc s'était endormi, je m'installai dans notre petit bureau à domicile, entouré des œuvres que je ne trouvais plus le temps de créer. Mon chevalet, relégué dans un coin et drapé d'un tissu, ressemblait à l'ombre de celle que j'étais autrefois. J'ouvris mon ordinateur portable et me retrouvai à feuilleter des photos de mes anciennes expositions, des sourires d'amis lors d'inauguration de galeries, d'une vie qui semblait désormais appartenir à quelqu'un d'autre. La lumière bleutée de l'écran illuminait la pièce sombre tandis que je révisais mon passé, et quelque chose en moi changeait. Il ne s'agissait plus seulement d'être exclu d'une escapade familiale ou d'être traité comme une aide. C'était de me rendre compte que je disparaissais peu à peu dans l'image que les autres avaient de ce que je devais être. Cette révélation ne s'accompagna ni de larmes ni de colère, mais d'une étrange clarté, comme si je venais enfin de remettre au point l'objectif d'un appareil photo longtemps resté flou. Je jetai un coup d'œil à l'horloge 3h47. Dans quelques heures, Marc se lèverait pour se rendre à son cabinet d'avocat, s'attendant à trouver son déjeuner soigneusement préparé et ses chemises impeccablement repassées. Sophie appellerait sans doute pour donner de nouvelles instructions concernant les chiens pendant leurs vacances. La vie continuerait son cours tout tracé, à moins que je ne décide de changer de direction. Alors que je me glissais enfin dans mon lit, les premières lueurs de l'aube commençaient à colorer le ciel. Je me sentais différente, pas nécessairement plus forte, mais plus consciente. La femme que j'avais aperçue dans la fenêtre de la cuisine de Sophie n'avait pas encore totalement disparu, mais commençait à se souvenir de celle qu'elle avait été. Et peut-être, juste peut-être, était-ce le premier pas vers celle qu'elle devait devenir. La semaine qui suivit l'annonce des vacances aux Antilles françaises, je passais de plus en plus de temps dans notre bureau tard le soir. Cet espace était devenu mon sanctuaire, un refuge où je pouvais respirer sans avoir le poids des attentes de Sophie sur les épaules. Un soir, alors que Marc travaillait tard au cabinet, je découvris, par hasard, mon vieux carnet de voyage, rangé dans un tiroir, rempli de projets et de rêves d'avant le mariage. Les pages, désormais légèrement jaunies, conservaient pourtant l'écriture vive et enthousiaste décrivant mes ambitions de visiter les musées parisiens et d'admirer le lever du soleil sur les falaises d'Étretat. Je me rappelais combien je passais des heures à planifier ces aventures, économisant chaque sou de mon salaire d'enseignante. À l'époque, mes amis plaisantaient en disant que j'avais plus de guides de voyage que de meubles dans mon modeste appartement. En feuilletant le carnet, un article découpé sur les voyageuses en solo attira mon attention. Une femme sur la photo, apparemment si assurée, se tenant seule sur une falaise surplombant l'océan, les cheveux décoiffés par le vent. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où je m'étais sentie aussi libre. Mon téléphone vibra alors, interrompant mes pensées. C'était un message de Sophie, détaillant minutieusement les consignes pour l'entretien de ces précieuses orchidées pendant leur absence. Et n'oublie pas de les brumiser 2 fois par jour, lisais-je, suivi d'un autre message concernant le régime particulier de Rex. Je posai le téléphone, face cachée, sans répondre, et me replongeai dans mon carnet. Ce soir-là, je fis quelque chose que je n'avais pas entrepris depuis des années. Je me mis à rechercher non pas de manière méthodique, comme pour satisfaire les exigences des Dubois, mais de façon fébrile et rêveuse, des destinations vers lesquelles je pourrais m'évader. Mes doigts dansaient sur le clavier tandis que je consultais des vols, des destinations, des aventures lointaines. La lumière bleue de l'écran éclairait mon visage au fil des heures, et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais véritablement éveillée. Je me retrouvais attirée par les récits de femmes ayant voyagé en solo, s'étant libérées des attentes pour se découvrir elles-mêmes. Il y avait dans leurs témoignages quelque chose de magnétique, la façon dont elles décrivaient cette peur initiale qui laissait place, peu à peu, à une force insoupçonnée. Le lendemain matin, en savourant un café dans mon bistrot préféré, le comptoir à grains, je tombais par hasard sur Rachel, mon amie d'autrefois, à l'époque où j'enseignais. Elle était exactement comme je me souvenais, ses cheveux roux flamboyants et ses doigts encore tachés de peinture. Nous ne nous étions guère parlé depuis mon mariage, et la revoir fut comme retrouver un fragment de mon ancien moi. Jeanne. Mon Dieu, ça fait une éternité, s'exclama-t-elle en me serrant fort, son parfum mêlé de lavande et de café rappelant les longues soirées d'atelier et les escapades du week-end. Nous nous installâmes, et bientôt les mots jaillirent sur le voyage aux Antilles, sur le rôle ingrat de Nounou Canine, sur ce sentiment de perdition. Rachel écoutait, remuant lentement son latte, ses yeux verts fixés sur moi avec une attention bien différente de celle des Dubois, souvent distraits par leur téléphone ou leur plan.
Tu sais, finit-elle par dire, je reviens d'un voyage en solo au Costa Rica. Tout le monde pensait que j'étais folle de partir seule, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Quelque chose s'éveilla en moi à ces mots. Tu n'avais pas peur, osai-je demander. Terrifiée, répondit-elle en riant. Mais c'était justement ça le but. Parfois, avoir peur signifie enfin faire quelque chose d'important. Je passais le reste de la journée dans une sorte de rêverie, les paroles de Rachel résonnant en boucle dans mon esprit. Ce soir-là, au lieu de préparer le déjeuner de Marc pour le lendemain, je m'assis dans notre jardin pour admirer le coucher du soleil. L'air d'octobre se faisait plus frais, et les érables de notre petite cour commençaient à rappeler ceux de la maison de Sophie. Mais plutôt que de me faire sentir insignifiante, l'immensité du ciel m'apparut comme une invitation. Au dîner, Marc évoquait sa dernière affaire pendant que je poussais machinalement ma nourriture dans mon assiette, l'esprit ailleurs. Il ne remarqua pas mes silences, ni que je consultais discrètement des sites de vol sur mon téléphone, dissimulés sous la table. C'était comme si nous évoluions dans deux mondes distincts, partageant le même espace mais habités par des réalités différentes. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je ne cessais de repenser au sourire de Rachel en évoquant le Costa Rica, à la femme inspirante du vieux magazine découpé, à tous ces lieux dont j'avais jadis rêvé. Le clair de lune filtrait par la fenêtre de notre chambre, dessinant d'étranges ombres sur les murs, et j'avais l'impression d'être au seuil d'une transformation capitale. Je me levai en silence, veillant à ne pas réveiller Marc, et retournai dans mon bureau. Cette fois, je ne me contentais pas de chercher, je commençais à planifier. J'ouvris un nouveau document et inscrivis tout ce dont j'aurais besoin: renouvellement de passeport, assurance voyage, chaussures confortables. À chaque point coché, je me sentais plus ancrée, plus réelle, comme si je reprenais forme après des années d'effacement. Les jours suivants s'enchaînèrent dans un tourbillon de préparatifs secrets. J'achetai un nouveau carnet dans une petite papeterie du centre-ville, sa couverture en cuir douce et prometteuse sous mes doigts. Je dressai des listes tant pour les indispensables pratiques, comme la crème solaire ou des chaussures de randonnée, que pour mes envies, admirer le lever du soleil depuis le mont Oroena, apprendre à surfer, esquisser les fleurs locales, discuter avec des inconnus. Je m'exerçais à déjeuner seul dans des restaurants, débutant par des cafés tranquilles avant de m'aventurer à dîner dans des lieux animés. Je fis de longues promenades en solitaire, apprenant à apprécier ma propre compagnie. J'assistais même à des cours de photographie le week-end dans un centre culturel, me rappelant combien j'aimais capturer l'instant présent. La partie la plus difficile fut de décider quoi dire à Marc. Notre mariage s'était transformé en un vieux pull confortable pas particulièrement excitant, mais familier et rassurant. Nous étions tombés dans des routines ne nécessitant ni réflexion ni effort. Lui travaillait tard la plupart des soirs, et je veillais à ce que tout fonctionne à la maison. Nous ne parlions que rarement de sujets plus profonds que le planning quotidien ou le menu du dîner. Un soir, environ une semaine après avoir réservé mon vol, j'essayai d'aborder le sujet durant le repas. J'ai pensé prendre un peu de temps pour moi, dis-je en remuant distraitement mes pattes. Il ne leva guère les yeux de son téléphone. C'est bien, chérie. Peut-être pourrais-tu rejoindre un club de lecture ou quelque chose du genre ? Un éclair de frustration traversa mon regard, rapidement remplacé par une triste certitude. Ce moment, ici et maintenant, expliquait pourquoi je devais partir. En fait, je pensais à quelque chose de bien plus important. Ce commentaire attira brièvement son attention. Peu importe ce que tu décides, tant que tu es de retour pour garder les chiens de maman. Il retourna à son téléphone, probablement en train de vérifier ses emails professionnels. Je ne cherchais pas à m'expliquer davantage. Au lieu de cela, je me plongeais dans les préparatifs. J'achetais une nouvelle valise en ligne, rien de tapas accent grave l'œil, simplement une de taille moyenne, bleu marine, discrète. Je commençais à rassembler des vêtements adaptés au climat de Tahiti, les dissimulant au fond de mon placard. Chaque objet rangé était pour moi un petit acte de rébellion. Le cours de photographie au centre culturel devint mon refuge. Mon instructeur, David, ancien photojournaliste aux cheveux gris en bataille, avait parcouru le monde armé de son appareil. Un jour, alors que je m'exerçais avec un objectif macro pour capturer les détails infimes de feuilles et de pétales, il me dit : « Tu as un œil pour déceler ce qui échappe aux autres. » Parfois,
ce sont les plus petits détails qui racontent les plus grandes histoires. » Ces paroles résonnèrent en moi tandis que je poursuivais mes préparatifs. Je commençais à observer avec attention les petits gestes de ma vie quotidienne, la manière dont Marc laissait toujours sa tasse près de l'évier plutôt que dans le lave-vaisselle, le ton particulier que Sophie adoptait avant de formuler une demande, la nuance exacte de rouge que prenaient les érables de notre jardin. C'était comme si j'immortaliserais mentalement ma vie d'autrefois, avant de m'engager sur une voie nouvelle. 2 semaines avant mon départ, un moment de panique me saisit. Assise dans notre bureau, contemplant pour la énième fois la confirmation de vol, la réalité de mon projet me frappa. J'allais traverser le pays, seule, vers un lieu encore inconnu. J'allais disparaître de ma vie pendant 2 semaines. J'allais, sans doute, décevoir les autres. Dans ce moment de doute, je sortis mon téléphone et appelai Rachel. Elle décrocha dès la 2e sonnerie, et, en fond, je pouvais entendre les bruits de son atelier d'art. « Je ne sais pas si je peux le faire », dis-je, sans même prendre le temps de saluer. « Bien sûr que tu peux », répondit-elle, et j'entendis dans sa voix le sourire qui me rassurait. « Tu le faisais toute ta vie, tu as simplement oublié pour un moment. » Nous parlâmes pendant 1 heure, abordant la peur, le courage, et la différence entre être égoïste et être à l'écoute de soi-même. Au terme de notre conversation, mes mains ne tremblaient plus. La dernière semaine avant mon départ fut surréaliste. Je continuais mes activités habituelles, courses, lessive, répondre aux emails de Sophie de plus en plus précis sur les soins aux chiens, mais tout semblait différent, comme si j'étais en train de jouer le rôle de la fille parfaite une dernière fois. J'écrivis une lettre à Marc, expliquant pourquoi j'avais besoin de partir. Je ne savais pas si je finirais par la lui remettre, mais coucher mes pensées sur le papier m'aida à clarifier mes sentiments. J'y confiai mon sentiment d'invisibilité, mon désir de me souvenir de celle que j'étais avant de devenir Madame Dubois, et l'espoir qu'il comprendrait, même si je savais que je devais agir, qu'il le veuille ou non. La nuit précédant mon vol, je ne dormis que très peu. Allongée dans mon lit, j'écoutais la respiration régulière de Marc, me demandant si j'étais courageuse ou simplement folle. La lune traçait de longues ombres sur le sol de notre chambre, et je songeais à la manière dont sa lumière se reflèterait sur l'océan à Tahiti. Mon sac était bouclé et dissimulé dans le coffre de ma voiture. Mon nouveau carnet débordait de listes, d'espoir et de peur. La batterie de mon appareil photo était chargée, prête à immortaliser l'inconnu qui m'attendait. En moins de 24 heures, je serais à bord d'un avion, m'envolant vers quelque chose à la fois terrifiant et absolument nécessaire. Alors que je m'endormais enfin, je me rappelais une phrase que David avait prononcée lors du cours. Parfois, il faut sortir du cadre pour voir l'image dans son ensemble. Demain, je sortirai de mon cadre, et pour la première fois depuis des années, je me sentais véritablement éveillée. Le matin de mon vol, je laissai un mot sur le comptoir de la cuisine pour prévenir Marc que j'étais partie rendre visite à mon amie malade, Emma, à Lyon, une excuse qui me permettrait de passer inaperçue. En me rendant à l'aéroport Charles de Gaulle, le lever du soleil peignait le ciel de teintes roses et dorées, comme s'il célébrait avec moi. Mes mains tenaient fermement le volant, bien plus assurées qu'elles ne l'avaient été depuis des semaines. Au terminal, l'effervescence régnait déjà. J'observais des familles luttant contre des valises surdimensionnées et des hommes d'affaires marchant d'un pas décidé vers leur porte d'embarquement, me demandant si l'un d'eux devinerait que j'étais sur le point de changer de vie. Le poids rassurant de mon sac à dos sur mes épaules me rappelait que tout ce dont j'avais besoin pour 2 semaines de liberté était réuni en un seul bagage. Au contrôle de sécurité, je m'attendais presque à être interpellée, en me questionnant sur les raisons pour lesquelles une femme mariée s'enfuyait seule vers Tahiti. Mais personne ne le fit. L'agent jeta à peine un coup d'œil à mon permis et me laissa passer d'un signe las. Assise à ma porte d'embarquement, je sortis mon téléphone une dernière fois. 2 messages de Sophie concernant le planning de médication des chiens s'affichaient déjà. Je l'éteignis sans répondre et le glissai dans mon sac. Pour les 11 heures suivantes, je serais injoignable, suspendue entre mon ancienne vie et celle qui m'attendait de l'autre côté du Pacifique. Le vol lui-même fut comme un rêve éveillé. J'avais une place côté hublot et, au décollage, je regardais Paris s'effacer sous les nuages. Ma voisine de siège, une jeune femme prénommée Kai, rentrait chez elle à Tahiti après avoir rendu visite à sa famille à La Réunion. Lorsqu'elle apprit que c'était mon premier voyage en solitaire vers Tahiti, son visage s'illumina. « Tu vas adorer Teahupo'o »,
dit-elle en sortant son téléphone pour me montrer des photos. Il y a un petit café, le Teahupo'o Coffee, il faut absolument goûter leurs muffins aux fruits de la passion. Et ne manque pas de voir les tortues marines à la plage de Pointe-Venue. Pendant les heures qui suivirent, Kai me raconta son enfance à Tahiti, décrivant avec une telle vivacité les effluves de frangipanier et la caresse des alizés que je pouvais presque les sentir. Elle nota les noms de lieux que les touristes négligeant habituellement: cascades cachées, plages secrètes, le meilleur spot pour observer les baleines au coucher du soleil. Son enthousiasme fut contagieux, et je sentis en moi une excitation naissante remplacer ma nervosité. Après une courte escale à Los Angeles, où l'ambiance du terminal, bercée par le balancement des palmiers et les sandales à profusion, contrastait avec celle de Paris, j'achetai un magazine et une bouteille d'eau, trouvant un coin tranquille pour écrire dans mon carnet. Je le fais vraiment, inscrivis-je, les mots paraissant étranges et merveilleux sur la page. Le second vol, reliant Los Angeles à Tahiti, fut le moment où tout prit tout son sens. Survolant le vaste océan Pacifique, dont l'immensité semblait s'étendre à l'infini, je sentis des larmes couler sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais bien celles d'un soulagement, comme si un nœud se déliait enfin dans ma poitrine. Atterrir à l'aéroport de FAA fut comparable à l'arrivée sur une autre planète. L'air, doux et chaud, chargé du parfum des fleurs exotiques et de l'embrun salé, m'enveloppa dès ma sortie de l'avion. L'aéroport, en plein air, diffusait le chant d'oiseaux inconnus et tout semblait se mouvoir avec une lenteur presque rituelle, comme si l'île elle-même m'apprenait à prendre le temps. Suivant le conseil de Kai, j'évitai la file des taxis et pris place dans la navette d'Oncle Kai, un nom courant ici, sans lien avec ma compagne de vol. Oncle Kai, un homme jovial d'une soixantaine d'années, accueillait chaque passager comme un membre retrouvé de sa famille. En chemin vers un petit village paisible, il nous indiqua des repères et nous raconta l'histoire de l'île. « Tu vois ces nuages qui planent au-dessus du mont Oroena ?» dit-il en désignant le majestueux volcan dominant l'horizon. « Lorsqu'il se pose ainsi, nous appelons cela le lait de la montagne. Bonne chance si tu le vois dès ta première journée ici. » Le trajet nous mena à travers des champs de canne à sucre s'étendant à perte de vue, leurs feuilles argentées par la lumière de fin d'après-midi, et nous traversâmes de petits villages aux noms parfois imprononçables, chacun paraissant plus chaleureux que le précédent. Oncle Kai diffusait en sourdine des airs de musique polynésienne, et je me laissai bercer par le doux rythme d'une guitare slack qui. Mon Airbnb se révéla conforme aux photos, une petite unité d'Ohana située derrière la maison principale, avec sa propre entrée et une véranda surplombant un jardin sauvage. Tante Lélanie, qui m'accueillit avec une grâce décontractée car ici, tante, est un titre empreint de respect, me fit visiter les lieux. Première fois à Tahiti, me demanda-t-elle en m'aidant à m'installer. Je hochai la tête, et elle me sourit avec une compréhension complice. L'île a cette façon de donner aux gens ce dont ils ont besoin, même si ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Ce premier soir, je m'assis sur la véranda pour admirer le soleil se coucher derrière les montagnes de l'ouest de Tahiti. Les poules sauvages fouillaient le jardin en contrebas, tandis que de légers carillons jouaient une mélodie apaisante. L'air était empli du parfum enivrant de frangipanier et d'un autre arôme subtil, peut-être gardénia ou jasmin. Pour la première fois depuis mon départ de Paris, je sortis mon téléphone, et découvris plusieurs appels manqués de Marc et divers messages de Sophie, dont le dernier disait « Jeanne, où es-tu ? Marc affirme que tu es à Lyon, mais Emma vient de poster des photos du Mexique. Appelle-moi immédiatement. » Mes mains tremblaient légèrement, mais ma détermination ne fléchissait pas. Je pris mon nouveau carnet et inscrivis « Jour 1 à Tahiti ». L'air ici ressemble à un pardon. Les montagnes me rappellent que certaines choses dépassent nos petits drames quotidiens. Aujourd'hui, j'ai choisi de me choisir moi-même. Au fil de la soirée, la nuit céda place aux étoiles bien plus nombreuses que celles de Paris, dispersées dans le ciel comme des diamants sur du velours noir. Un gecko chantonnait au loin, un son que j'appris rapidement être aussi commun ici que les gazouillis du matin. La brise portait le murmure des vagues se brisant sur le rivage. Je ne savais pas ce que demain m'apporterait, ni comment ma famille réagirait en découvrant où j'étais réellement. Je ne savais pas si ce périple guérirait ou briserait quelque chose dans mon mariage. Mais, assise là sur ma véranda, regardant les étoiles naître au-dessus de l'océan Pacifique, je ressentis pour la première fois depuis des années une paix profonde, l'impression d'être exactement là où je devais être. Avant de me coucher,
Je sortis dans le jardin et ramassai une fleur de frangipanier tombée, ses pétales d'une douceur exquise et son parfum délicat. Je la pressai entre les pages de mon carnet, le premier souvenir tangible de ma nouvelle vie, ou peut-être simplement le début d'un nouveau chapitre. Alors que je m'endormais, bercée par le bruissement des palmiers et le lointain murmure des vagues, je me sentis plus vivante que jamais. Les jours s'écoulèrent, ponctués de petites révolutions intérieures. J'appris à savourer la lenteur tahitienne, à me perdre dans les méandres de l'île et à redécouvrir l'art d'être seule. J'assistais à des leçons de surf avec Kalani, un instructeur patient qui m'enseigna autant le respect de l'océan que l'art de chevaucher ses vagues. « L'eau lit en toi », me confia-t-il en me voyant pagayer maladroitement, « si tu es angoissé, elle le sent. Si tu es en paix, elle le ressent aussi. » Je tombai de ma planche plus de fois que je ne pouvais compter, mais chaque chute était suivie d'un rire, le sel sur le nez et le soleil caressant mon visage. Au terme de la leçon, quelques instants de grâce me permirent de rester debout, glissant sur le blanc des vagues jusqu'au rivage, et cette sensation de victoire me remplit d'une énergie nouvelle. Les après-midi étaient dédiés aux balades et aux explorations. Je décidai de prendre la route moins fréquentée, longeant les sentiers isolés qui mènent aux cascades secrètes et aux plages oubliées. Un jour, lors d'une de ces escapades, je rencontrai Hélène, une femme d'un certain âge qui, depuis son divorce, voyageait seule depuis des années. Tout le monde pensait que j'étais folle, me confia-t-elle en parcourant avec moi un champ de fleurs exotiques, mais c'est encore plus fou de rester dans un endroit qui te rétrécit. Ces paroles résonnèrent en moi, faisant écho à toutes ces années où je m'étais rendue petite pour satisfaire les attentes des Dubois, pour éviter de troubler la quiétude de Marc, pour maintenir un équilibre qui n'avait d'autre prix que de me faire disparaître. Je consultais mon téléphone une fois par jour, généralement le soir. Les messages de Marc avaient évolué de la confusion à la colère, puis à l'inquiétude, tandis que ceux de Sophie restaient concentrés sur les soins aux chiens, teintés d'une fureur contenue derrière une ponctuation irréprochable. J'en sauvegardais chaque mot, sans en répondre, car ce temps était désormais pour moi. Chaque soir, je m'enfermais dans mon carnet pour coucher mes ressentis, l'air différent ici, le chant discret des geckos à la tombée du jour, le goût sucré de l'ananas frais des stands de rue, et la sensation inédite d'avoir osé me choisir. Une semaine après mon arrivée, je décidai de gravir le mont Oroena pour admirer le lever du soleil. Cela signifiait me lever à l'aube, affronter la fraîcheur de la nuit et monter dans le noir, mais quelque chose en moi insistait, c'était un défi que je devais relever. Au sommet, emmitouflé dans toutes mes couches de vêtements, je me tins parmi des inconnus, observant le soleil percer à travers un océan de nuages. Le silence qui régnait là-haut était si profond qu'il ne fut troublé que par le souffle du vent et les exclamations émerveillées de quelques spectateurs. Tandis que la lumière peignait le paysage volcanique de couleurs irréelles, je sentis des larmes couler le long de mes joues. Une femme à côté de moi offrit un mouchoir sans un mot, et je remarquai que plusieurs autres personnes pleuraient, comme si ce moment solennel avait ouvert en chacun de nous une vérité longtemps réprimée. De retour au niveau de la mer, je m'inscrivis à des cours d'art dans une petite galerie de Paya, où Malia, la propriétaire, nous enseignait les techniques de l'aquarelle 2 fois par semaine. « Peignez ce que vous ressentez, non ce que vous voyez », répétait-elle en circulant parmi nos chevalets. Sous sa houlette, je me remis à créer, non plus des œuvres contrôlées et étudiées, mais des pièces sauvages, vibrantes et pleines de vie. Les jours s'égrenaient dans un rythme à la fois structuré et libéré. Les matins étaient dédiés au mouvement baignade, randonnée, essais de surf, les après-midi à l'art et aux explorations, et les soirées à la réflexion et à l'écriture. Je rencontrais peu à peu les visages familiers de ce nouveau monde, le barista qui connaissait ma commande, les vendeurs de fruits qui me réservaient les mangues les plus mûres, les chats locaux qui venaient se prélasser sur ma véranda. Au cours d'une pleine lune, je fis la connaissance d'un groupe de femmes lors d'une cérémonie sur la plage. Elles venaient d'horizons différents, d'âges divers, chacune en quête de sa propre renaissance. Assises en cercle dans le sable, nous partagions histoire et intention tandis que la lune montait à l'horizon. Liz, une avocate spécialisée en divorce de Seattle, était en congé sabbatique pour réfléchir à son avenir professionnel. Maria, ayant quitté un poste en entreprise à Chicago, s'était lancée dans la confection d'une petite boulangerie sur l'île. Quant à June, elle fêtait ses 60 ans en entreprenant, pour la première fois, un voyage en solitaire. Au fil des échanges sous la lumière lunaire, je réalisais que la solitude ne signifiait pas nécessairement l'isolement.
Bien au contraire, je me sentais ici plus connectée, entourée d'inconnus qui comprenaient le courage qu'il fallait pour se choisir soi-même. Chaque soir, installée sur ma véranda, j'admirais le soleil disparaître derrière les montagnes de l'ouest de Tahiti, tandis que les poules sauvages fouillaient le jardin et que l'air se chargeait des senteurs de frangipanier et d'autres fleurs exotiques. Peu à peu, je sentais en moi une transformation subtile, non pas celle de devenir quelqu'un d'autre, mais celle de retrouver la personne que j'avais toujours été. Lorsque vint le moment de rentrer à Paris, le vol de retour se fit ressentir comme une suite logique, non comme une fuite. Cette fois, je n'échappais pas à quelque chose, j'avançais avec détermination. Tandis que les îles se dissipaient sous les nuages, je serrais contre moi le lait de frangipanier que tante Lélanie m'avait offert au moment du départ, souvenir de ces semaines de métamorphose. De retour à Paris, mon téléphone, enfin rallumé, débordait de messages. Marc avait traversé un éventail d'émotions, de la confusion à la colère, puis à l'inquiétude et finalement à une sorte d'acceptation résignée. Son dernier message se contentait de dire « J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. Il faut qu'on parle à ton retour. » Les messages de Sophie s'étaient interrompus dès la première semaine, un silence qui en disait long. Ce premier jour de retour, je déballais non seulement ma valise mais aussi mes expériences. J'accrochais mes photographies sur un mur, pressais des fleurs entre les pages de mon carnet et couchais sur le papier chaque détail encore frais dans ma mémoire, les appels des geckos, le fracas des vagues, le goût de l'ananas frais, la sensation exaltante d'avoir osé me tenir debout sur une planche de surf pour la première fois. Plus tard dans la soirée, Sophie appela. Je la laissai sonner 2 fois avant de décrocher, profitant de ces instants pour m'ancrer dans la personne que j'étais devenue. « Allô, Sophie » dis-je d'une voix claire et posée. « J'espère que tu es satisfaite » commença-t-elle d'un ton acerbe. « As-tu idée de ce que tu nous as fait endurer ? Les chiens ont dû être envoyés en pension. Une pension, Jeanne ? Et Marc est complètement déboussolé. Il y a 2 semaines, ces mots m'auraient brisé, m'auraient poussé à m'excuser et à courir réparer les torts. Mais aujourd'hui, je les entendais différemment, je percevais en eux la peur sous-jacente, peur du changement, peur de perdre le contrôle, peur d'un monde qui ne se plierait pas à son scénario. « Je suis désolée pour les chiens, Sophie, dis-je calmement. J'aurais dû être plus claire quant à mes plans. Mais je ne regrette pas d'être partie. » Un silence s'installa, assez long pour que je vérifie si elle avait raccroché. Finalement, elle reprit, sa voix désormais hésitante, « Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. » « Je sais que tu ne comprends pas, » répliquai-je. « Mais je serais ravie de t'expliquer, si tu es prête à m'écouter. » Cette conversation dura plus d'1 heure. Je lui contai ce sentiment d'invisibilité, cette perte de moi-même à force de vouloir satisfaire les attentes de chacun. Je lui parlais des tortues marines et d'oncle Kai, d'Hélène rencontrée sur une ferme de fleurs, de mes leçons de surf et de la redécouverte de mon article. Je lui racontais la cérémonie de pleine lune et les femmes courageuses qui, chacune à leur manière, avaient choisi de se retrouver. Elle ne dit que peu de choses, mais elle écouta. Vraiment, pour la première fois depuis que j'avais intégré la famille, j'eus l'impression qu'on me prêtait une oreille attentive. Lorsqu'enfin elle prit la parole, sa voix était basse, presque incertaine. « Je n'ai jamais voulu te faire sentir moindre. » « Je sais, » répondis-je. « Mais il faut que ça change désormais. » Le lendemain, Marc rentra à la maison. Assis dans la cuisine, cet espace familier témoin de tant de dîners silencieux et de frustrations muettes, nous eûmes une longue discussion. Je lui montrai mes photographies, mon carnet, les œuvres que j'avais créées. Je lui expliquai le lever du soleil sur le mont Oroena, et ce que cela signifiait pour moi d'avoir enfin choisi de me choisir. « Je ne sais pas si je peux être la femme que tu attendais, » lui dis-je avec sincérité, mais je peux être quelque chose de mieux, une personne entière qui choisit de partager sa vie avec toi, si tu es prête à me voir telle que je suis. Les semaines qui suivirent furent marquées par de nombreux changements. J'installai mon atelier dans la pièce que j'avais jadis réservée à l'art, y exposant mes photographies de Tahiti aux côtés de nouvelles œuvres inspirées de mon voyage intérieur. Je repris même l'enseignement de l'art, cette fois dans un centre culturel local, et j'entamai de longues discussions avec Sophie au sujet des limites et des attentes, des dialogues parfois difficiles, parfois apaisants. Il y eut des jours plus durs que d'autres, des disputes avec Marc sur ce que devrait être notre nouvelle vie, des dîners de famille où la tension se faisait presque palpable. Parfois,
Je pensais à la simplicité de ma véranda à Paya, où ma seule obligation était de m'écouter moi-même. Mais il y eut aussi des moments de grâce, le jour où Sophie me demanda d'apprendre la peinture à l'aquarelle, son assurance habituelle laissant place à une sincère envie d'apprendre, ou la soirée où Marc vint assister à l'un de mes cours d'art, les yeux emplis de fierté. Le matin où, à ma grande surprise, je découvris qu'il avait réservé pour nous deux un voyage à Tahiti non pas pour revivre mon périple en solitaire, mais pour créer de nouveaux souvenirs ensemble. Je gardais précieusement mon carnet de voyage tahitien sur ma table de chevet, non pas comme un symbole d'évasion, mais comme la preuve tangible qu'une transformation était possible. La fleur de frangipanier, pressée entre ses pages, avait jauni et se desséchait, mais sa forme demeurait parfaite, tout comme l'empreinte que ce voyage avait laissée en moi. Chaque matin, même désormais, je me lève avant l'aube pour regarder le lever du soleil même si, à Paris, c'est l'Atlantique qui se lève en lieu et place du Pacifique. Dans ce moment suspendu entre la nuit et le jour, je me souviens des leçons de Lille, chaque aube est une chance de se choisir à nouveau, de rester fidèle à soi-même, d'être aussi vaste, profond et puissant que l'océan lui-même. Ainsi, en repensant à tout ce chemin parcouru, je réalise que la femme qui a quitté Paris il y a quelques semaines n'était plus celle qui se faisait petite pour plaire aux autres. Elle est désormais celle qui, en chaque instant, choisit de vivre pleinement, qui ose rêver, qui sait que l'amour véritable laisse toujours place à l'évolution. Et c'est dans le reflet de mes propres yeux, mêlant l'artiste, l'enseignante, la surfeuse, la photographe, l'épouse et la fille, que je trouve enfin la force de me reconnaître.